Bonjour à toutes et à tous. Merci aux courageux là sur la pause de midi de rester avec nous. La table ronde est très en prolongation de ce qu'on vient d'entendre, hein, donc c'est parfait. Nous, on va s'intéresser à l'investissement, à la philanthropie et à travers ça, à la question, est-ce que financer, c'est aussi gouverner ? Alors c'est une question qui est très fortement d'actualité à cause des tensions budgétaires en France, mais aussi dans d'autres pays, et puis parce qu'il y a des programmes d'aide internationale qui sont aussi coupés. Donc on voit que les financements privés, en parallèle, ont tendance à monter en puissance sous différentes formes, que ce soit de la philanthropie, du mécénat, de l'investissement à impact. Il y a beaucoup de formes différentes. Donc le privé complète, mais jusqu'où ? Et puis, est-ce que quand on finance, quand on met la main au pot, au portefeuille, on prend aussi un rôle dans la décision de ce qui est financé ? Voilà, est-ce qu'on oriente, on priorise, voire on décide carrément ? Ça pose les questions d'intérêt général. Qui définit aujourd'hui l'intérêt général ? Avec quelle légitimité ? Et donc, ce sont toutes ces questions que nous allons aborder avec nos 4 invités qui ont un regard tous très complémentaire. Et je démarrerai par ordre alphabétique, donc avec Arthur Gauthier. Vous êtes professeur à l'ESSEC. Et vous êtes spécialiste de la philanthropie. Voilà, vous allez nous donner un point de vue un peu macro sur ce qui se joue actuellement. À votre gauche, Jérôme Grant. Alors, vous êtes directeur finance, risque et innovation chez Arkea. Et vous allez nous apporter le regard du financeur. Ensuite, Sofiane Kerarfa, puisqu'on continue sur l'ordre alphabétique. Vous êtes président du fonds Vivre Ensemble et vous êtes en prise directe avec les réalités du terrain. Et puis nous allons avoir le regard de la philanthropie avec Marion Lelouvier. Voilà, vous êtes présidente du Centre français des fonds et fondations. Voilà, et vous promouvez le rôle de la philanthropie en France. Alors peut-être un premier panorama rapide pour voir qu'est-ce que, selon vous, induit le fait qu'on a des finances publiques sous tension et qu'il y a des programmes qui disparaissent. Alors je pense clairement à l'USAID, hein, qui est le programme d'aide internationale des États-Unis, qui a disparu quasiment du jour au lendemain. Est-ce que pour vous, ces deux situations, c'est la preuve qu'on entre définitivement dans un monde où le financement privé va occuper une part croissante ? Marion Lelouvier pour les centres français des fondations et des fonds. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est vrai que cet exemple est assez criant. Malgré tout, aujourd'hui, la philanthropie en France, ce sont à peu près 17 milliards d'euros de budget. Alors, même si on progresse d'à peu près 1 milliard d'euros par an, on est quand même très loin de pouvoir couvrir tous les besoins, même en comptant les effets leviers indirects dont on reparlera peut-être. Donc, c'est un premier élément de réponse. La question se pose partout dans le monde, mais la réponse va être différente selon les pays. Et je voulais commencer par dire que la philanthropie à la française, ce n'est pas la philanthropie américaine, par exemple. On a des spécificités. Les fondations, les premières fondations qui avaient été créées étaient plutôt des fondations gestionnaires, avec des établissements pour la petite enfance ou pour la recherche, par exemple. Et depuis le développement des fondations, et j'imagine qu'Arthur y reviendra, on a toujours été dans une position qui a évolué avec l'État, dans une logique, effectivement, de co-construction de l'intérêt général. On se retrouve face à un moment où, et ça a été très bien développé dans la table ronde précédente, on doit transformer le modèle associatif, le modèle fondatif et de manière générale la manière d'incarner et de déployer l'intérêt général partout. On a des exemples qui fonctionnent très bien, qui sont encore récents, et je voulais prendre l'exemple de la catastrophe du cyclone Chido à Mayotte, puisque finalement on a pu à la fois répondre aux urgences, commencer à travailler sur les transitions et sur l'anticipation, et ça a été fait par l'État français, par un certain nombre de fondations comme la fondation CMA-CGM qui a transporté de l'aide directement par ses cargos, par la Fondation de France qui a permis la collecte de fonds, par le groupe SOS qui était déjà présent et qui continue d'intervenir sur place. On trouvera sans doute beaucoup de nouveaux exemples pour nourrir l'action future. Oui, on va poursuivre effectivement la réflexion. Sofiane Kerarfa, peut-être sur cette question justement de est-ce que le privé est définitivement rentré dans le jeu et de manière importante, puisque... Bonjour à tous. Pardon d'être redondant si je le suis avec mon précédent camarade, le coprésident du directoire, mais quand Tony m'a appelé pour
intervenir dans cette table ronde, il m'a dit qu'il recherchait une association qui avait un regard critique sur le mécénat. Donc vous imaginez l'enthousiasme de tous les camarades associatifs à investir cette table ronde. Bon, d'une part, j'ai envie de dire heureusement que le privé s'investit de plus en plus au service de l'intérêt général. Je crois que les mouvements, déjà c'est un mouvement historique et c'est un mouvement même législatif depuis peu, avec la question de la raison d'être et le développement des entreprises à mission. Donc c'est pas que philanthropique, ça a été dit ce matin, c'est même une vraie politique au cœur business d'un certain nombre d'entreprises sur le rôle qu'elles se donnent dans la société. Effectivement, c'est aussi un vrai mouvement, et j'ai envie de dire heureusement, au vu de l'évolution du rapport qu'ont les politiques publiques avec le secteur associatif. Un rapport récent du CESE qui nous accueille aujourd'hui a montré que la part de subvention dans le budget des associations entre 2005 et 2024 est passée de 30% à 15%. Et au contraire, le développement des appels à projets, ça a été dit dans la table ronde précédente, a lui doublé. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de commanditaires qui s'installent de plus en plus avec le secteur associatif, où on cherche des gestionnaires, alors certes avec de l'innovation sociale, certes avec leur modèle qui mêle bénévolat, impact social et impact économique, mais néanmoins on cherche des gestionnaires et parfois malheureusement à moindre coût. Et donc au sein du groupe SOS, les principaux mécènes qu'on va aller rechercher, c'est ceux qui croient en nos innovations sociales, c'est ceux qui croient en parfois la prise de risque que cela peut comporter, et donc l'échec de certaines innovations sociales, mais ceux qui croient en des innovations sociales sur le temps long, et ça je pense que les pouvoirs publics malheureusement savent très bien expérimenter. Il y a de plus en plus d'ailleurs de dispositifs d'expérimentation, article 51 dans la santé ou dans le milieu d'insertion. Malheureusement, les pouvoirs publics ne savent pas généraliser des expérimentations, faire grandir, je crois que la table ronde suivante en parle, du local au national, et ça les entreprises, les philanthropes y croient un peu plus et nous aident et aident tous les porteurs de projets qu'ils proposent. Merci beaucoup. Arthur Gauthier, peut-être sur cette place du privé et ce qu'elle apporte éventuellement au paysage. En revenant rapidement sur le cas de USAID, en fait, une des difficultés que rencontrent aussi les acteurs associatifs ou les acteurs non-profit, c'est qu'il y a des retraits brutaux de certains financements publics. Et si ça va très vite, si ce n'est pas concerté, si c'est fait de manière brutale, on ne peut pas demander aux donateurs, aux financeurs privés de remplacer comme ça du jour au lendemain ce qui jusqu'à présent était financé par des acteurs publics. Donc ça, je pense qu'il y a une différence entre bien se répartir les rôles et puis les choses qui sont brutalement arrêtées. Et ça serait la même chose d'ailleurs si un grand acteur privé se retirait du jour au lendemain d'un projet où il est le principal financeur. On aurait aussi des effets dramatiques comme on le voit avec USAID, avec des projets qui sauvent des vies qui sont annulés purement et simplement. Peut-être rapidement sur le rôle croissant du privé. Alors c'est pas aussi nouveau qu'on pourrait le penser. Dans mes travaux, je m'étais un peu penché sur l'histoire en fait, du développement du mécénat et des fonds privés. Et c'est vrai que, je dirais, dès la publication au moins du livre de Pierre Rosanvallon sur la crise de l'État-providence en 1980, on avait déjà cette impression que les acteurs privés devaient jouer un rôle plus important dans le financement de l'intérêt général, dans un cadre évidemment qui est posé par l'État, mais celui-ci délègue de plus en plus un certain nombre de missions d'intérêt général à des acteurs privés, qui soient financeurs ou opérateurs. Et c'est vrai que la dynamique s'est quand même poursuivie, amplifiée depuis. Donc oui, je dirais que on est peut-être une confirmation d'une tendance déjà amorcée il y a quelques décennies. Mais je voulais aussi rappeler que, comme l'avait dit Marion Lelouvier, qu'il ne faut pas non plus confondre la magnitude des financements qu'on peut associer à la fondation Gates, par exemple, dans la santé, à ce qu'apportent aujourd'hui les donateurs privés et les fondations en France. Dans les mêmes chiffres que vous citiez, je crois que le budget, on va dire, dons, mécénat, philanthropie, c'est 5% du budget cumulé total des associations en France. Alors évidemment, il y a des écarts très forts d'une association à l'autre. Et l'État français, en 2023, avait distribué 50 milliards d'euros d'aide aux associations versus peut-être 9 à 10 milliards dans toute la générosité cumulée. Donc il faut aussi garder les ordres de grandeur. Et
ne pas imaginer que le privé va pouvoir remplacer absolument les financements publics. Je pense que personne le souhaite. En tout cas, en France, on n'a pas cette culture-là. Et donc, c'est plutôt comment le privé peut apporter soit effectivement de l'innovation, du pluralisme, de l'indépendance éventuellement, ou de l'urgence, la capacité à se mobiliser très vite. C'est sur ces effets de levier-là, je pense qu'il faut travailler. Jérôme Grant. Oui, bonjour à tous. Alors moi, je vais plutôt avoir la vision du banquier, en fait. Donc, je travaille au Crédit Mutuel Arkéa, où on est entreprise à mission. Et pour nous, en fait, le financement va prendre trois ordres. Le premier, très souvent, on peut arriver en capital investissement, c'est-à-dire qu'on va intervenir en capital auprès de différents projets. Le deuxième, qui est le plus connu, dont on parlait, là, ce sont plutôt les dons. Les dons, donc on va avoir des fonds de dotation qui vont intervenir auprès d'associations, mais ce sont des montants qui sont bien moins importants que notre activité principale qui va être de financer, d'être le financeur. Et là, la différence que l'on va avoir entre un don et un financement, c'est qu'en tant que banque, quand on prête de l'argent, c'est qu'on veut le récupérer pour pouvoir le reprêter. C'est hyper important. Et donc, on va regarder complètement différemment, on va dire, les différents projets, parce que ce qui va être important, c'est d'avoir à la fois un résultat financier pour pouvoir avoir un résultat extra-financier. On va mesurer l'impact, évidemment, parce que ce seront des éléments qui seront primordiaux pour pouvoir allouer nos fonds, et parce que nos fonds ne sont pas illimités, et que tout ça, il faut décider de choisir. Donc, on regarde à la fois, finalement, la philanthropie en tant que don et fonds à des dotations, mais aussi en tant que financement et emprunt. On a cette double vision, en fait. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup parlé d'impact dans la précédente table ronde, mais peut-être un mot assez rapidement les uns et les autres, parce que les financeurs, qu'ils soient publics ou privés, réclament de plus en plus de l'impact, de la mesure d'impact. On voit que donc, cette exigence monte. Quel effet, selon vous, ça a sur les associations ? Et puis voilà, on prolongera sur est-ce qu'on arrive à des prises de décision communes, les uns et les autres. Peut-être Sofiane Kerarfar. Ouais, alors déjà je suis éminemment d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire le mouvement de la philanthropie et du don n'est pas là pour remplacer, et pas là pour compenser, parce que c'est pas possible, et que par ailleurs, surtout, par les phénomènes de défiscalisation, en fait, quelque part, c'est nous tous et les pouvoirs publics qui sont présents dans, quelque part, partie prenante indirecte de cette philanthropie et de ce mécénat. La question, c'est comment il peut, nous tous, notre récit collectif, l'État, les pouvoirs publics en général, peuvent définir des grandes priorités, des grandes thématiques, et ça existe, vous l'avez dit déjà, quand l'USAID se retire, eh bien, il y a un mouvement sous votre contrôle où aussi le donateur et le mécène se retirent parce qu'il a besoin de cofinanceurs, et donc on a des ONG qui à la fois trouvent une baisse de subventions, mais aussi une baisse du mécénat, parce que c'est un mouvement qui s'ajoute, et au contraire, quand les pouvoirs publics, par exemple, disent la santé mentale est une grande cause, une grande priorité, les philanthropes, les mécènes proposent ou soutiennent ce type de projet. Et quelque part, moi je pose la question aux pouvoirs publics en général, ils ont parfois la capacité à donner des labels à des associations, à des fondations, reconnaissance d'utilité publique, qui ouvre droit à des défiscalisations supplémentaires, ou le label d'intérêt général. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment au-delà de ces statuts, au-delà de l'histoire, en termes de mesures d'impact justement, en termes de bonne gestion ? Et je vous en parle d'autant plus facilement que le groupe SOS a intégré ces 3 dernières années 3 fondations reconnues d'utilité publique qui étaient en grave crise. La fondation Agir contre l'exclusion, la fondation Le Refuge pour ne pas les citer, et avec un travail juste de bonne gestion associative et d'aller recréer un projet associatif, refaire le tour des parties prenantes, on a doublé l'impact de ces fondations et doublé le nombre de bénéficiaires. Et pour autant, leur statut, évidemment, heureusement, n'a pas bougé, mais quelque part, on n'a pas été forcément incité par les pouvoirs publics à se dire reconnaissance d'utilité publique appelle tel type de mesures d'impact. On va être très vigilant sur ces indicateurs-là. Ce que l'Agence des participations de l'État qui faisait ce matin, elle, sa grille d'analyse, elle est beaucoup plus développée, j'ai envie de dire. Donc déjà, il y a cette question. Et puis après, qu'est-ce que la mesure d'impact ? J'ai envie de dire, peu importe, tant que toutes les parties prenantes sont associées et que l'expertise associative y est associée. Là où je trouve que ça peut être dangereux, c'est quand l'indicateur est imposé quelque part à
une association sans l'avoir associée. Je pense que c'est d'ailleurs le sens de l'Impact Tank, de créer des consensus autour de mesures d'impact données sur des acteurs d'activité donnés. Donc d'une part, quelle est la place qu'on veut donner à l'expertise associative qui est réelle mais qui est malheureusement pas assez valorisée dans notre société. Et deuxièmement, vous citiez Chido, à Mayotte, je pense que les 50 millions, par exemple, qui ont été collectés pour, quelque part, reconstruire Mayotte, malheureusement, à date, n'ont pas encore été totalement redistribués aux porteurs de projets sur place. Parce que professionnalisation, obligation, mesures d'impact, comité de suivi, comité de projet, et puis tout simplement confiance que l'on doit honorer vis-à-vis des donateurs, fait qu'on a pas une bureaucratie, mais en tout cas des méthodes qui s'installent et qui peuvent peut-être ne pas être totalement adaptées au caractère d'urgence comme Chido le propose. Et ça, c'est peut-être une dérive que l'on peut avoir quand on est trop focus sur la mesure d'impact et peut-être que ce n'est pas un outil au service de l'action. Arthur Gauthier, sur cette question de la mesure d'impact, voilà, les exigences qui montent, comment vous regardez ça et les effets sur les associations? Et puis pour continuer à avancer, quand un financeur prend plus de place, est-ce que ça veut dire qu'il va aussi participer à la définition des règles du jeu, à la définition du projet? Oui, en effet, le sommet de la mesure d'impact est un bon indicateur de je dirais, la progression de la culture de l'impact dans le secteur de l'ESS et pour les associations en particulier. Je vais d'abord saluer les effets positifs. Je pense que c'est important de se dire qu'on ne se contente plus de bonnes intentions et les décisions sont aussi moins guidées par les préférences personnelles des financeurs, par exemple. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y a aussi une vertu parfois de se dire est-ce que ce projet ou cette activité marche vraiment ou pas, et on est peut-être plus capable d'arrêter un projet ou une activité si on a des preuves que ça fonctionne moins bien que ce qu'on imaginait. Donc c'est plutôt là aussi une bonne chose. Après, c'est certain que de nombreuses associations et entreprises sociales ont rapporté ces dernières années en fait des exigences un peu disproportionnées de certains financeurs en termes à la fois en amont des financements, avec des appels à projets parfois très, très longs et très chronophages à remplir, et puis dans le reporting d'impact, avec beaucoup de temps passé à remplir des formulaires, effectivement des indicateurs prédéfinis parfois par certains financeurs, mais encore une fois, je le dis, ce n'est pas seulement les financeurs privés. Pour avoir aussi obtenu des financements publics pour la recherche, voilà, on a aussi cette culture de l'appel à projet et du reporting qui s'est énormément développée aussi côté financement public, soit dit en passant. Je disais donc des exigences qui ont vraiment monté d'un cran en une quinzaine d'années, mais parfois avec des financements qui, eux, sont restés parfois assez modestes. Et donc la disproportion dont je parlais, c'est plutôt ce qu'on exige versus l'argent qui est mis à disposition de l'association pour mettre en œuvre son projet, avec une brique de financement de la mesure d'impact qui n'est pas systématiquement financée. Ça l'est de plus en plus, et il faut s'en féliciter, de plus en plus de fondations incluent ça dans leur soutien financier. Mais il peut aussi y avoir une disproportion vis-à-vis de la capacité des associations à avoir le temps, les ressources humaines pour faire cette mesure d'impact, et si elles ne le font pas elles-mêmes, être accompagnées par des consultants, des personnes qui développent des solutions. Donc tout ça, il faut le financer. Donc je dirais qu'on atteint un peu chez certaines structures de terrain une fatigue à force de vouloir prouver, démontrer, suivre son impact, mais ce n'est pas une fatalité. Je pense que c'est possible aujourd'hui d'avoir des approches plus horizontales où les associations et les financeurs construisent ensemble le cadre de l'évaluation avant de l'imposer ou de le mettre en œuvre. Jérôme Grant, vous, c'est le point de vue du banquier, comment vous évaluez l'impact de vos financements? Nous, c'est très important qu'on ait cette mesure de l'impact parce qu'on a aussi des comptes à rendre. On a besoin d'expliquer comment sont alloués les fonds, à la fois à nos sociétaires, à la fois à nos clients qui nous font confiance. Donc cette mesure d'impact, elle est essentielle. Donc on a à la fois la vision financière, on a la vision extra-financière, et ça nous aide à prendre des décisions. Donc on ne peut pas faire sans. En revanche, où je vous rejoins, c'est que depuis plusieurs années, on a eu une multiplication finalement et une complexification de ces demandes d'impact. Et on est passé finalement d'un dialogue
qui était un dialogue stratégique, de savoir qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi on le fait, à peut-être du réglementaire, de la conformité. Et là, on perd un peu l'essence même du dialogue constructif qu'on essaie de monter entre un financeur et justement un porteur de projet. Donc on allait peut-être un peu trop loin et on essaie en faire d'avoir ce dialogue et d'essayer de discuter avec les porteurs de projet pour définir les bons indicateurs. Et c'est pas parce qu'ils sont difficiles qu'il ne faut pas en avoir. Il faut toujours essayer d'avoir cet impact-là. Alors une fois qu'on a dit ça, voilà, pour pointer un peu le rôle des financeurs, le fait qu'ils les privés qui prennent plus de place, est-ce que ça change les règles du jeu? Voilà, est-ce qu'ils sont plus investis dans la décision, même en amont de faire un projet? Est-ce qu'ils orientent? Est-ce qu'ils décident? Est-ce qu'ils gouvernent carrément? Marion Lelouvier? Oui, alors les financeurs financent quand les financés leur demandent aussi des financements, ça a été dit dans la première table ronde. Donc finalement, même si nous sommes dans un système sous contrainte et que les marges de manœuvre se réduisent, il reste toujours une capacité de choix de la part du financeur, du financé, pardon, comme du financeur. Et donc, et ça a été aussi largement dit, finalement, c'est l'ensemble qui grandit de manière concertée, collaborative presque, je dirais. Je crois que c'est un mouvement de tendance vraiment de fond. On parle de philanthropie d'investissement, de philanthropie de la confiance, on parle des fondations actionnaires, on parle aussi des fondations gestionnaires. Il y a plusieurs tendances comme ça qui vont dans le même sens d'une différence de point de vue, mais pas de hiérarchie ou moins de hiérarchie entre financeurs et financés. En revanche, évidemment, quand on a un nouveau partenaire, quel qu'il soit, que ce soit un partenariat financier ou un partenariat extra-financier, on a évidemment un changement qui s'introduit puisqu'on ne discute plus à 2 ou à 3, mais on discute à plusieurs. Donc ça génère un changement. Et donc c'est là que c'est important d'essayer de regarder ce qui se passe, de mesurer cet ensemble. Alors parfois cet ensemble, il est qu'effectivement les financeurs avancent de manière concertée, en coalition, et ça peut générer finalement des effets procycliques, pour reprendre un terme qui plaira à mon voisin de droite, d'un financeur qui se retire, l'ensemble des financeurs se retirent. Mais les fondations, et ça l'a aussi été dit, les mécènes, sont là aussi pour justement avoir des effets contracycliques. Maintenir le bateau, et parfois à plusieurs, et c'est encore mieux quand c'est à plusieurs, pour éviter qu'il ne dérive, voire qu'il ne coule dans certaines situations. Et je reprends l'exemple de la philanthropie dite d'investissement, la venture philanthropie. C'est le cas de l'accompagnement, par exemple. Je donne des exemples parce que c'est pas toujours évident de visualiser quand on est en dehors du secteur, ou même quand on est dans le secteur. Et je ne peux pas citer tout le monde, et je ne connais pas tout le monde, mais de la fondation Alpha Omega qui accompagne la FEV depuis un certain temps. Donc la FEV, c'est du mentorat. La FEV a fait, en parallèle de l'INGEP, qui mesurait la politique publique, un rapport à impact l'année dernière. Et ce qui ressort donc d'un partenariat long terme entre une fondation et une association, c'est qu'auprès des prescripteurs de mentorat, donc par exemple les personnels de l'éducation nationale qui souhaitent qu'un élève puisse être accompagné par un mentor, ils ont constaté 87% de regain de confiance chez les personnes accompagnées. Et les mentors déclarent dans 9 cas sur 10 qu'ils ont discuté de leur propre parcours avec le mentoré, ce qui ouvre les horizons. Et ça, par exemple, c'est un enjeu crucial quand le sondage qui a été mené pour la journée de l'impact tank place à 52% la lutte contre les discriminations et les inégalités sociales dès l'enfance comme premier enjeu pour un mieux vivre ensemble. Merci beaucoup. Vous décrivez une forme de co-construction, en tout cas de coaction. Est-ce que, Sofiane Kirarfa, vous qui êtes en demande de financement, vous trouvez que comment vous regardez l'attitude des acteurs privés? En fait, on travaille évidemment en bonne intelligence. Alors évidemment au moment où le secteur associatif est globalement en crise, c'est-à-dire je crois qu'il y a près de 30% des associations qui ont déclaré récemment au mouvement associatif qu'elles n'ont pas plus de 2 mois de trésorerie devant elles.
Et ça, c'est aussi dû, ça a été dit dans les tables rondes précédentes, à une forme de glissement et d'émiettement des pouvoirs publics en général dans leur rapport au secteur associatif. La magistrate de la Cour des comptes qui intervenait précédemment a évoqué ce chiffre où la part des associations qui reçoivent une subvention de moins de 10 000 € a doublé. Et j'ai envie de dire, c'est malheureusement ce que j'entends auprès des fondations d'entreprises qui développent des appels à projets, qui ont des moyens et luttent pour avoir encore plus de moyens, mais doivent suivre ce phénomène parce que malheureusement, elles ont de plus en plus de dossiers, de plus en plus d'associations en difficulté, et donc de plus en plus de difficultés à faire des choix et de suivre les porteurs de projets sur le temps long. Et donc évidemment que le développement de l'aventure philanthropie, ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire à la fois la capacité de l'entreprise à octroyer des moyens sur le temps long et le suivre en accompagnant le porteur de projet, non pas que sur sa capacité à le financer, mais aussi à le former, à lui développer du réseau. C'est un peu ce que fait la Fondation La France s'engage, c'est un peu ce qu'a fait la Fondation Actionnaire Velux pour une association qui s'appelait Actavista. C'était près de 4 millions d'euros à la fois donnés à Actavista, une association qui insère par l'emploi dans les métiers du patrimoine, mais à la fois à inviter l'association à développer sa mesure d'impact, à renforcer sa gouvernance, à questionner son modèle économique pour avoir un modèle économique pérenne et donc hybrider son modèle. C'est ce qu'a fait récemment la Fondation Crédit Mutuel, qui a à la fois mobilisé du dividende sociétal et à la fois constitué une équipe pour accompagner les porteurs de projets sur le temps long. Donc évidemment, ce sont des mouvements super intéressants parce qu'elles structurent les projets proposés par le secteur associatif plutôt que de compenser une fragilité, une difficulté, parce qu'on est avant tout des personnes qui souhaitent proposer des actions sur le temps long pour des besoins parfois complexes et urgents. Arthur Gauthier, public-privé, complémentaire, concurrence, prise de pouvoir par le privé. Oui, en quelques minutes, répondre à ces grandes questions structurantes, c'est pas évident. Non, je pense que la crainte, là aussi, n'est pas entièrement nouvelle. En fait, il ne faut pas oublier que les décisions de, par exemple, confier plus de missions de service public à des associations ou à des entreprises privées n'est pas quelque chose qui a été décidé par les acteurs privés eux-mêmes, mais plutôt construit et développé par l'État français depuis plusieurs décennies. On a un cadre aujourd'hui juridique et fiscal qu'on s'en félicite ou qu'on le critique est relativement clair sur le fait que l'État fixe un cadre général, mais finalement décide ou a décidé que l'intérêt général pouvait être co-construit, cofinancé et co-mis en œuvre, je dirais, par des acteurs privés non lucratifs ou de l'ESS pour la plupart, mais aussi avec des acteurs privés lucratifs dans certains cas. Et donc ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi des décisions des acteurs publics qui expliquent le système qu'on a aujourd'hui, qui est relativement hybride finalement. En fait, ce qui me paraît intéressant, c'est que le cadre lui-même soit aussi en évolution et soit assez suffisamment clair, stable, mais compréhensible. Et je pense qu'une des difficultés aujourd'hui, c'est que on l'a un peu déjà dit, mais la notion d'intérêt général, elle est normalement fixée par l'État. C'est une belle notion de droit public, mais qui aujourd'hui est plutôt cantonnée dans sa définition fiscale, avec un certain nombre de critères techniques et une liste de domaines éligibles. Mais ça ne donne pas une vision. Et je pense que ce qui manque un peu aujourd'hui, c'est un cadre général un peu cohérent. On a aussi, je pense, les acteurs représentatifs du secteur, comme le Centre français des fonds et fondations et bien d'autres. On a aussi besoin, je pense, d'un interlocuteur fiable, qui, si possible, qui ne change pas trop souvent et qui est une sorte de guichet unique pour toutes les affaires qui concernent l'intérêt général. Ce serait, je pense, un vrai progrès d'avoir une porte d'entrée comme ça de l'État, de l'administration, qui puisse gérer à la fois les questions de reçus fiscaux, de politique de financement ou de co-investissement de l'État. Actuellement, c'est quand même très émietté et je pense que c'est aussi une difficulté du secteur. C'est le cadre est censé être fixé par l'État, mais je pense qu'aujourd'hui, on a un cadre un peu morcelé avec voilà,
une multitude d'interlocuteurs et des interlocuteurs qui ne sont pas forcément là sur le temps long, et ce qui pose, je pense, un problème dès lors qu'on parle d'investissement impact ou de philanthropie, où là l'horizon de changement qui est souhaité se compte souvent en dizaines d'années. Donc voilà, c'est ça, je pense, le sujet principal qu'on oublie parfois quand on oppose le public et le privé. Le rôle du public et du privé vu par un banquier, et puis peut-être pour continuer dans la réflexion sur cette question de l'intérêt général qui a été évoquée, voilà, qui le définit aujourd'hui, qui est légitime pour le faire? De notre point de vue, on va agir différemment en fait, soit quand on va financer, soit quand on va être mécène, qu'on va donner de l'argent. À partir du moment où on va être mécène, on va choisir des causes qui nous plaisent, qui comptent, et on va essayer d'embarquer un maximum de sociétaires, d'administrateurs pour choisir ces sujets-là, et on va avoir un impact et un aspect territorial qui va être essentiel. C'est-à-dire que cet intérêt général, il va être déterminé par l'intérêt de nos sociétaires qui vont nous engager auprès de tel ou tel porteur de projet. Quand on va être en financeur, on va là être sur un temps beaucoup plus long, puisqu'évidemment, notre intérêt, c'est que le projet se porte bien, que l'association se porte bien et qu'elle soit pérenne et qu'elle soit dans la durée. Et donc, à partir de là, l'intérêt général, on va très souvent aussi suivre le public. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'État est intervenant, il est beaucoup plus facile pour des financeurs d'être autour de la table. Et c'est un catalyseur qui est très très fort. Et très souvent aussi, on le voit très bien, parce qu'on peut le reprocher à certains banquiers, mais les banquiers sont aussi assez moutonniers. À partir du moment où l'État est là et 1, 2, 3 banquiers sont là, vous réussissez à faire votre tour de table. Donc là, la force, c'est de réussir à trouver le premier banquier qui va dire oui et qui va embarquer les autres. Et donc cet intérêt général, pour répondre concrètement à la question, il sera au début porté, je pense, par la personne publique, parce que ça va être rassurant pour l'ensemble des décideurs de la structure, en fait. Marion Lelouvier, peut-être pour prolonger, pour poursuivre cette réflexion sur l'intérêt général, on entend beaucoup cette co-construction, la pluralité des acteurs. Comment est-ce que vous voyez ça? Et je dis ça parce qu'il y a toujours un peu un soupçon rampant que l'État général va être privatisé par des intérêts particuliers. Comment vous voyez ces questions? Alors, sur la crainte de privatisation, on a beaucoup de garde-fous aujourd'hui. En fait, on est toujours dans une idée que toutes les décisions par les mécènes ou les fonds de dotation, les fondations sont prises sans aucun contrôle. Enfin, certains ont cette idée-là. Les contrôles existent largement. Ils ne sont pas toujours mis en œuvre parce que l'État manque de moyens. Et ils ne sont pas toujours cohérents entre eux, parce qu'ils viennent plutôt s'empiler les uns sur les autres, avec effectivement des administrations et des autorités qui parfois ne se sont pas parlé ou n'ont pas forcément mesuré leur impact. Donc je ne redonnerai pas tout le détail cité par Arthur Gauthier, mais c'est effectivement le sens de la demande de la coalition Générosité, dont fait partie le Centre français des fonds et fondations, d'avoir la mise en place d'un dialogue interministériel, mais pas que interministériel, disons, c'est plutôt placé sous l'égide du Premier ministre, mais qui réunisse les ministères, les administrations, les parlementaires, pour réfléchir à cette politique nationale de la générosité, jongler sur l'urgence, le court terme, le fiscal, le technique, mais aussi le politique et le social. Et là, au moins, l'intérêt général serait bien au centre du jeu. Ça existe pour la conférence nationale humanitaire. Elle est largement mobilisée en ce moment compte tenu de ce qui a été dit. Évidemment qu'on n'y règle pas tout, mais au moins on crée quelque chose de beaucoup plus cohérent, qui est partagé, qui est opposable, qui est redevable, qui remonte aussi à la démocratie, qui est lisible pour la démocratie. Et ça, c'est important que les citoyens puissent aussi avoir l'impression de continuer à être associés à la définition et à la déclinaison de l'intérêt général. Je l'ai dit au Sénat, mais je le redis avec force ici au CESE, évidemment, qui est la chambre de la société civile, qui ne cesse de se saisir de toutes ces questions sur le rapport annuel de l'État de la France, les états généraux de l'information, les conventions citoyennes, etc., etc. On a beaucoup d'outils. Mais ce qui manque cruellement, c'est d'une orchestration et d'une confiance un peu plus grande entre nous, y compris pour éventuellement expérimenter et se tromper, pour pouvoir recommencer et repartir en ayant des mesures d'impact plus exhaustives et mieux ajustées. Alors Arthur Gauthier et puis Sofiane Cararfa, je vous voyais dodeliner ou acquiescer, donc si vous voulez réagir à ce que vient de dire Marion Lelouvier.
Alors, rapidement, hein, je pense que le cadre normatif est là, effectivement. Il y a toujours des mises à jour, des nouvelles modifications de la loi, des publications successives dans le bulletin officiel des finances publiques. Donc, ce n'est pas le manque finalement de normes qu'on constate, c'est plutôt la complexité, voire l'illisibilité du schéma d'ensemble, et puis l'application effectivement du cadre. Qui sont regrettables, je dirais, mais je pense que la question soulevée par Marion Lelouvier importante, c'est la question de la légitimité. En fait, gouverner, décider, c'est acceptable quand la personne qui décide ou le mécanisme de décision est légitime et considéré comme tel par les citoyens ou les parties prenantes. Et c'est vrai qu'une des questions dans le cas des financements de l'intérêt général, c'est qui est légitime pour choisir telle association, tel projet ou telle priorité. Je pense qu'on a un cadre aujourd'hui où l'État finalement délègue une partie de ce choix aux acteurs privés avec les incitations fiscales, avec l'idée de finalement flécher une partie de l'impôt que l'on doit à la collectivité vers des causes de son choix. Vous l'avez rappelé aussi dans le cadre d'acteurs comme le Crédit Mutuel. On s'inscrit dans un cadre, mais on a la possibilité de choisir. Je pense que je pense que c'est toujours important de se dire que l'exigence qu'on applique aux acteurs privés, il faut aussi avoir la même vis-à-vis des acteurs publics. Je voulais simplement soulever aussi le sujet des financements publics locaux, notamment de certaines villes ou certaines régions, qui malheureusement ces derniers mois, dans certains cas, ont été coupés, là encore de manière assez brutale, sur des décisions politiques ou idéologiques, sans nécessairement respecter en fait la différence fondamentale entre une subvention à une association qui remplit une mission d'intérêt général local et puis une commande publique. Je pense que c'est important aussi de le redire que le financeur public ne doit pas être uniquement celui qui paye et décide, mais il doit y avoir une prise en compte de l'intérêt général local et pas simplement des décisions unilatérales. Donc je voulais aussi rappeler ça parce qu'il faut aussi être exigeant avec les décideurs publics dans leur attribution à des financements à certaines causes ou structures d'intérêt général, comme on doit l'être vis-à-vis des acteurs privés. Soufiane Karafa. Peut-être en tant qu'acteur associatif, peut-être témoigner de trois choses. La première, c'est le développement de financeurs privés et la part que souhaite le secteur associatif dans le budget de chacune de nos associations, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on doit faire financer et développer nos projets. Il y a une certaine nouvelle charge qui est la charge éthique qui arrive pour le secteur associatif, qui doit porter quelque part seule cette charge. C'est-à-dire que des nouvelles questions se posent. Est-ce que nous pouvons ou nous devons accepter le financement de telle fondation ou de telle entreprise qui, soit parce qu'elle a des polémiques, soit parce qu'elle a des enjeux qu'un certain nombre de parties prenantes de l'association, des bénévoles, des soutiens, des membres de la gouvernance ne partagent pas, comment on fait avec ça? Et ça, je pense que c'est compliqué, et c'est compliqué d'autant que parfois il peut y avoir aussi une certaine hypocrisie dans le secteur associatif en disant, en fait, tant que l'argent ne me va pas directement, mais si ça passe par une fondation tierce ou une fondation, un peu mieux. Et là, on voit le règne quelque part de la communication qui arrive aussi sur ces questions. Je pense que ça se résout avec la question des valeurs qui sont éminemment importantes. Il y a de plus en plus de fondations, de fonds de dotation avec des valeurs très affirmées, parfois très politiques, parfois très idéologiques. Jean-Marc Borrello citait le Fonds du bien commun, effectivement lancé par Pierre-Édouard Stérin, dont les valeurs sont de plus en plus publiques, j'ai envie de dire, fonds dont l'argent, nous avons dû le refuser ou ne pas candidater
arrêté sur un certain nombre de projets, alors qu'ils étaient très, très intéressants parce qu'on développait des actions de développement des territoires ruraux avec l'association 1000 Cafés ou d'aide à la parentalité avec nos dispositifs de crèche associative. Donc des thématiques qui peuvent résonner avec l'extrême droite, pour ne pas la citer, mais dont les projets et les valeurs sont totalement évidemment opposés à, j'ai envie de dire, nos statuts à nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a développé donc le fonds du vivre ensemble avec une charte pour essayer de amener le financeur en disant pour nous voilà ce qu'on considère comme prioritaire et si ça vous va on peut construire ensemble là-dessus. Donc ça c'est le premier levier, la charge de la charge éthique quelque part. Et puis peut-être le deuxième biais, c'est quelque part le règne de la communication, j'en parlais, avec le développement des appels à projets, avec ce qu'on demande au secteur associatif, on lui demande de mieux communiquer sur sa mesure d'impact et de mieux communiquer tout court. Et donc, il faut qu'il fasse du marketing de projet, il faut qu'il développe ses réseaux sociaux, il faut qu'il finance quelque part un peu plus de postes au siège pour mieux se faire connaître et développer son faire savoir et moins ses projets directs, son expertise. Et ça, pour moi, c'est un signal sur lequel il faut être vigilant, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que pour le secteur associatif, la crainte, c'est plus de mal faire, mais c'est d'être mal perçu. Et ça, c'est quand même éminemment dangereux. Et au-delà de la question de la privatisation de l'intérêt général, moi j'ai envie de poser la question de l'uniformisation de cet intérêt général. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quel risque le financeur public comme privé prend quand il va financer des thématiques un peu plus arides, non pas le sport, non pas la culture, mais la grande précarité, la grande exclusion. Est-ce que vraiment on va se lancer sur ces projets? Et ça, c'est d'autant plus dangereux que les besoins sont énormes sur ces sujets. Et donc, moi, je crois beaucoup à qu'on puisse développer l'innovation sociale avec les questions de mesure d'impact, avec les questions de coûts évités, avec les questions de SAORI, mais avec un bon curseur, c'est-à-dire de dire, en fait, quand tu finances X, évidemment, pour la société en général, ça économise Y, mais surtout, ça sauve la vie des gens et ça change la vie des gens, et c'est quand même ça le plus important. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 4 minutes. Vous allez avoir 1 minute chacun pour avoir peut-être un mot de conclusion. Et je pense notamment à cette question de la philanthropie qui a été évoquée. Est-ce qu'il faut la démythifier? Est-ce qu'on en a peur? Est-ce qu'il faut raison garder? Et puis, comment construire un système sain, finalement, ou continuer à construire un système sain? Voilà, vous avez 1 minute chacun. Je ne suis pas très généreuse. Moi, je dirais que en tant qu'acteur privé, on a tous un biais dans le choix finalement des actions que l'on va donner. La manière de pouvoir le faire, c'est évidemment le dialogue et d'avoir un temps long et de définir avec des porteurs de projets une vision commune qui sera basée sur des valeurs. Et ça va être les éléments phares pour pouvoir avoir du financement dans la durée. Merci beaucoup. Le dialogue, le long terme. Marion Lelouvier. Avec un développement important de la philanthropie dans le contexte qu'on vient d'évoquer, les fonds et fondations et le mécénat vont être de plus en plus exposés finalement à l'extérieur, donc plus en plus sous l'œil des médias, des donateurs, du grand public, des pairs et de la puissance publique. On n'aura probablement jamais la surface de l'État parce que l'impôt doit rester le premier outil de redistribution de la valeur. On n'aura sans doute jamais la puissance associative parce qu'on voit l'attachement des Français à cet engagement qui est d'abord humain. Mais on pourra continuer à occuper une juste place tant qu'on respirera avec la démocratie. Merci. Arthur Gauthier. Je trouve que c'est un bon moment aussi pour réfléchir à la mesure d'impact des financeurs eux-mêmes. Je fais un petit peu le clin d'œil avec une session qu'on animera à 15h juste ici sur le rapport qu'on publie aujourd'hui avec l'Impact Tank sur l'impact des fondations et des fonds de dotation. Je trouve que le secteur est suffisamment mûr pour qu'on se dise aussi quel est l'impact des financeurs sur les financés, quel est l'impact finalement positif, mais aussi potentiellement négatif. Il faut pouvoir en parler aussi sereinement, sans idéologie, entre partenaires associatifs et fondations. Et donc ça, c'est un peu un signe de maturité qu'on ne plaque pas que la mesure d'impact social sur les opérateurs de terrain, les associations, mais que les financeurs prennent leur part aussi,
et se pose la question, mais qu'est-ce que moi j'ai changé pour les bénéficiaires, pour mes partenaires associatifs ou pour mes partenaires entreprises sociales, avec mes financements, avec mon accompagnement. Voilà. Sophia Carafane, peut-être le mot de la fin. En tout cas, continuons à valoriser l'expertise associative. Il y a des échéances électorales qui vont venir donner une priorité à qu'est-ce que ça veut dire l'intérêt général et quelles sont les priorités de la République. Et donc, n'oublions pas les secteurs associatifs. Et encore une fois, tout simplement remercier l'Impact Tank qui, quand il travaille dans ces différents groupes de travail, la question de la mesure d'impact, essaye d'associer toutes les parties prenantes pour co-construire des indicateurs qui sont évidemment utiles à tous et qui correspondent à la volonté des parties prenantes. Et vraiment, je vous invite à poursuivre ce sommet, à aller dans différents ateliers qui sont effectivement extraordinaires. Il y a ici ce qui se passe ici à l'hémicycle avec des super personnalités, mais il y a tout ce qui se passe avec tous les nombreux chercheurs dans les différents ateliers qui est de très très grande qualité. Donc merci à tous pour votre invitation. Tous les quatre. Et donc nous cédons la parole à Tony Bernard pour la table ronde sur le local, justement.